Super Choc. Merci de nous accorder cet entretien. D'abord, quelques mots sur notre interlocuteur d'aujourd'hui. C'est un docteur en sciences politiques, chercheur à l'Université catholique de Louvain, enseignant en sciences politiques Paris et au Collège d'Europe à Bruges, l'un des membres fondateurs de Nouvelle Europe, le groupe de recherche sur l'Europe centrale et orientale. Et donc, merci de répondre à quelques petites questions sur l'Union européenne. Donc aujourd'hui, nous nous entretenons une semaine après les élections européennes. Quels enseignements peut-on tirer des dernières élections au Parlement européen? Bon, déjà, ce dont tout le monde a parlé, c'est la montée de l'euroscepticisme en Europe. Donc ça, c'est quelque chose qui est à la fois pas nouveau, mais qui est un phénomène qui s'est beaucoup renforcé dans les toutes dernières élections, particulièrement en France, mais aussi dans d'autres pays européens, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Autriche, etc. Donc ça, c'est quand même un phénomène qui est vraiment assez nouveau. À côté de ça, ce qui était nouveau dans ces élections, c'était l'idée qu'on allait pouvoir choisir qui serait le chef de l'exécutif européen. Et ça, c'est encore en cours, puisque une semaine après les élections, le PPE, c'est-à-dire le Parti conservateur qui a gagné les élections, essaye d'imposer son candidat au chef d'État et de gouvernement. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est que dans cette bataille, il est soutenu par les autres partis européens, y compris par l'extrême gauche. Et ça, il faudra attendre encore quelques semaines avant de voir si le Parlement européen arrive à s'imposer comme l'institution qui choisit l'exécutif à l'échelle de l'Union européenne. Est-ce que vous voyez d'autres leçons à tirer de cette expérience? Bon, bien entendu, c'est très difficile puisque les espaces européens sont encore très fragmentés. C'est-à-dire que les élections en France, on a eu parfois l'impression que c'était des élections qui étaient des élections seulement françaises et que l'Union européenne, c'était qu'un prétexte, notamment pour commenter la place du Front National aujourd'hui dans notre pays. Et pour l'instant, on n'a pas encore assez de regards transnationaux, je pense, sur ces élections. C'est lié aussi au fait que les espaces médiatiques sont très fractionnés en Europe. Mais ça avance quand même assez doucement. C'est vrai que l'Union européenne, elle n'a qu'une soixantaine d'années. C'est un phénomène quand même assez nouveau et ça l'est d'autant plus que finalement l'Union européenne, elle a 60 ans que pour les 6 pays fondateurs, alors que l'Union européenne avec la Croatie, ça existe seulement depuis 1 an. Donc il faut peut-être pas trop en demander, prendre un peu de recul et voir comment les choses peuvent évoluer. Je pense que la montée de l'euroscepticisme, et notamment au Parlement européen, là ça va aussi créer un débat, s'ils arrivent à s'organiser au sein du Parlement, sur quels sont les domaines sur lesquels l'Europe devrait agir et ceux sur lesquels l'Europe ne devrait pas agir. Puisque finalement ceux qui sont les plus eurosceptiques, le plus souvent estiment aussi qu'un des problèmes de l'Europe, c'est qu'elle n'agit pas au niveau auquel elle devrait agir. C'est le cas, par exemple, pas seulement à l'extrême droite, mais aussi à l'extrême gauche. Ça va peut-être justement opérer un débat sur la répartition des compétences entre les différents niveaux de pouvoir à l'échelle du continent européen. Merci. En quoi l'Europe de l'après les élections est-elle différente de celle d'avant? Vous savez, en fait, moi, ma théorie, c'est que l'Europe, elle existe bien en dehors des institutions européennes. Donc l'Europe avant les élections, l'Europe après les élections, c'est exactement pareil. Simplement, en fait, on a à l'intérieur du système institutionnel une sorte de nouvelle répartition du pouvoir, et notamment au Parlement européen, qui est une des principales institutions, une légère domination de la droite, qui était plus franche en fait dans les élections précédentes. C'est quand même étonnant de voir qu'avec la crise en Europe, la droite résiste quand même assez bien. Donc c'est ça qui est nouveau, mais dans la vie quotidienne des gens, qu'est-ce qui est nouveau? Je pense que l'Europe existait bien avant les institutions. En fait, les institutions sont un moyen pour l'Europe de prendre conscience d'elle-même, de ses intérêts, de ses intérêts, de ses politiques, de ses problèmes, de ses chances. Mais toute l'Europe ne se résume pas à ses institutions. Avant de commencer cet entretien, on parlait de la Biélorussie. La Biélorussie, c'est un pays qui est sur le continent européen, peu importe les institutions européennes. Faut-il encore croire en l'Europe aujourd'hui? Quels sont les atouts majeurs pour les citoyens européens? Alors, est-ce qu'il faut croire en l'Europe? Ça, je ne sais pas, parce que en fait, je pense que l'Europe, c'est pas une religion. Donc, on croit à des choses qui sont des choses métaphysiques de l'ordre religieux. Et pour moi, l'Union européenne, c'est pas une religion, c'est un système politique. Donc, c'est exactement la même question que faut-il croire à la commune, faut-il croire à la région, faut-il croire à l'État-nation? Pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Déjà, l'Europe, elle existe de toute façon. C'est-à-dire les Espagnols, les Français, les Allemands ne vont pas changer de place sur la carte dans les 100 ans qui viennent. Les institutions européennes, elles existent aussi de toute façon. Je pense que personne ne veut les détruire complètement.
on veut de toute façon qu'il y ait un lien institutionnel qui existe entre nous, même si on peut débattre de sa qualité, de sa profondeur, etc. Donc la question de la croyance, je pense que c'est pas la bonne question. C'est plutôt dans quel système politique on vit aujourd'hui et comment est-ce qu'on veut qu'il soit gouverné, orienté, est-ce qu'on veut qu'il soit plutôt plus solidaire ou plus compétitif. Il me semble que le grand clivage aujourd'hui il est là, donc il n'y a pas de raison particulière de croire en l'Union européenne, il y a simplement une opportunité pour chacun de faire valoir son point de vue à l'échelle à laquelle on peut vraiment régler les problèmes qui sont ceux de la compétitivité, ceux de la place de l'Europe dans le monde, etc. Quelle est la place de l'Europe, de votre point de vue, dans la vie quotidienne des citoyens européens? Bon, c'est très différent d'un citoyen à l'autre. Je pense que, vous savez, il y a seulement 1% des citoyens européens qui vivent dans un pays qui n'est pas le leur. Donc pour eux, l'Europe, elle est au quotidien, puisqu'en fait, ils vivent dans un pays différent du leur. D'ailleurs, plus de 50% d'entre eux le font par amour. Donc la première raison de mobilité dans l'Union européenne, c'est l'amour, c'est pas le travail, n'en déplaise aux eurosceptiques de droite. Il faudrait interdire la migration des amoureux en Europe, ce serait quand même un problème. Mais pour la plupart des Européens, c'est une dimension de la vie quotidienne à laquelle on ne pense pas. Est-ce qu'on se poserait la question de savoir quelle est la place du Conseil général dans notre vie quotidienne? Non. Je pense que pour l'Europe, c'est un peu pareil. C'est un système politique, donc on se pose la question au moment des élections. C'est un système politique qui a du poids sur un certain nombre de questions qui règlent notre quotidien, qui peuvent être la circulation, qui peuvent être la libre circulation des biens, etc., qui sont dans les grandes libertés de l'Union européenne. Bon, jusqu'à ce que ça n'existe plus, on n'en a pas conscience, et tant que ça existe, tant mieux. Vous savez, j'étais il y a quelques semaines en Bretagne, et puis on parlait ça avec des lycéens, et il y a une lycéenne qui me dit « Vous savez, moi, si un jour je devais passer la frontière, et si je voyais des douaniers avec des barrières, etc., je pense que je serais très choqué. » Voilà, tant que ça existe, on n'en prend pas conscience, le jour où ça n'existe plus, on sera choqué. Merci. En avril 2014, vous avez publié le livre Correspondance européenne. Comment est né ce projet? Vous savez, quand on est universitaire, je pense qu'il y a ce qu'on cherche et qu'on trouve, ce qu'on cherche et qu'on ne trouve pas, ce qu'on ne cherchait pas et qu'on a trouvé. Et il y a aussi peut-être le moment où le sujet sur lequel le sujet de votre recherche, c'est lui qui vous trouve. Donc c'est un peu ce qui s'est passé avec ce livre. C'est le livre qu'on n'écrit pas quand on est universitaire, puisque la science, en fait, et moi je travaille sur un projet de recherche qui nécessite de beaucoup voyager. La science, elle n'est pas faite de science, elle est faite de tout un tas d'autres choses. La science, elle se fait dans les trains, dans les avions, dans les gares, dans les cafés. Aujourd'hui, on est dans un café. Elle se fait dans tous ces endroits-là, dans les rencontres, dans les discussions, dans les bibliothèques. Et donc, j'ai décidé de parler un peu des coulisses de ça. Et donc, comme je fais une grande recherche sur l'Europe en ce moment, c'est plutôt les coulisses de l'Europe. L'idée, c'est d'utiliser tous les voyages que j'ai pu faire ces derniers mois pour écrire un livre sur 11 problèmes européens, vus de 11 villes européennes différentes dans 9 pays. J'ai écrit ce livre en 6 mois. Et à chaque fois, l'idée, c'est de raconter les grands problèmes de l'Europe à travers les problèmes des Européens du quotidien, ceux qu'on rencontre dans la rue. Parce que finalement, l'Europe, elle est faite de ça. Les institutions, elles sont faites de personnes. Et ce dont on a besoin, c'est pas de se raconter des grandes histoires sur l'Europe, c'est plutôt de raconter peut-être des millions de petites histoires qui tissent l'Europe du quotidien. Voilà. Si vous aviez la possibilité de rajouter un chapitre dans votre livre à l'issue de ces élections dont on a parlé tout à l'heure, quel serait-il? Oui, alors j'ai 3 regrets en fait dans ce livre. Je l'ai écrit de 11 villes différentes et la première d'ailleurs était en Russie, à Kaliningrad. Et je m'étais donné une règle qui est un peu celle du théâtre classique pour écrire ce livre. Donc, je m'étais donné une unité de temps 6 mois et j'avais décidé de ne pas aller visiter des villes dans lesquelles je n'irais pas de toute façon, pour lutter un peu contre le côté objectif, le côté subjectif, absolument. Mais j'ai 3 regrets. Le premier, c'est que j'aurais aimé aller à Sarajevo, parce que cette année, c'est le centenaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale. On est aussi, malheureusement, 94, 20 ans après la guerre en Yougoslavie. Et en ce moment, en ex-Yougoslavie, il y a des inondations très puissantes. Et donc, c'est un peu le test de la solidarité européenne. J'aurais bien voulu aller là-bas. Je pense que j'aurais voulu aller à Istanbul aussi, parce qu'on voit que dans la société turque aujourd'hui, il y a à la fois des résistances, mais aussi un mouvement de centralisation du pouvoir qui existe dans d'autres pays européens.
et qui est assez inquiétant, et je pense que ça serait intéressant de le raconter depuis les rives du Bosphore. Et puis bien sûr, je crois que j'aurais voulu aller à Kiev, parce que finalement l'avenir du système politique européen ne se joue paradoxalement pas à l'intérieur des pays de l'Union européenne, mais probablement chez notre plus grand voisin, puisque l'Ukraine, mis à part la Russie, c'est le plus grand pays en taille de l'Europe. Et je pense qu'il y a une urgence à ce qu'on s'en préoccupe. Très bien, merci beaucoup. De rien.